Bon, je vais vous parler d'un autre grand sujet, donc, qui est dans mon bouquin. Il y en a d'autres, mais je ne peux pas tout traiter. Bon, je vais essayer d'être un petit peu plus court et un peu plus discipliné, et en espérant ne pas être trop interrompu au bon milieu. Mais enfin, si moi je suis d'accord pour qu'on puisse poser des questions et faire des remarques, mais il faut entendre non plus complètement m'interrompre parce que je risque de perdre le fil. Alors, donc, deuxième grand sujet, c'est les fameux attentats du 11 septembre. Alors, c'est beaucoup plus récent, mais alors, je suppose que tout le monde se rappelle de cette affaire du 11 septembre 2001 qui a été un véritable coup de tonnerre sur la scène mondiale, avec les deux tours du World Trade Center percutés par des avions de ligne qui se sont mis à flamber et puis qui, au bout de quelques temps, se sont effondrés. Et ensuite, il y a eu entre-temps, il y a eu le Pentagone à Washington qui a été percuté par un troisième avion. Et puis, il y a même eu un quatrième avion qui s'est craché en Pennsylvanie. Donc, il y a deux thèses qui s'affrontent depuis cette époque-là. C'est celle du complot terroriste et celle d'un complot gouvernemental ultra secret, évidemment, américain. Tout de suite, pour classer les choses, situer les choses, cette thèse d'un complot gouvernemental a été lancée en France, en fait, principalement par un auteur qui s'appelait Thierry Messon, avec deux bouquins qui sont parus dans l'année, qui s'appelaient L'effroyable imposture et l'autre, le Pentagate. Et alors ça a fait un bruit faramineux. Il y a des gens qui ont pris position en faveur de cette thèse, et notamment des gens très connus, comme il y avait un humoriste Bigard, Jean-Marie Bigard, et une actrice, Marion Cotillard. Marion Cotillard. Voilà. Ça a fait beaucoup de bruit. Alors, l'auteur Thierry Messon a été invité très vite par Thierry Ardisson à son émission télévisée. Il a été très bien accueilli, mais ça a fait tout de suite un barouf que Thierry Ardisson s'est rendu compte qu'il avait fait. Il était allé beaucoup trop loin et il a fait marche arrière. Mais le bruit était parti. Et depuis, ça roule. Alors, il y a eu très vite des réfutations dans ce livre-là, L'effroyable mensonge, de Guillaume Nasquier et Jean Guinel, qui sont des journalistes et des spécialistes connus aussi. Jean Guinel, on le voit assez souvent à la télévision. Et puis, c'est quand même intéressant à lire. C'est pas une affaire simple. Alors, ils sont surtout parlé du crash du Pentagone, mais également des tours. Donc, moi, ça m'a quand même, pour moi, intéressé, cette affaire-là. Et j'ai pas mal creusé. Je parie que Jean-Marc Reller a creusé aussi. Ça m'étonnerait beaucoup qu'il ne l'ait pas fait. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon. Alors, je pourrais vous résumer. Voici ici le résultat de l'enquête officielle qui a été lancée dans les 2 années qui ont suivi, le 11 septembre, rapport de la commission d'enquête, qui a réfuté, bien entendu, comme vous pouvez l'imaginer, la thèse d'un complot gouvernemental américain, et mais qui a révélé beaucoup de choses intéressantes, quand même, sur la manière dont s'est construit ce complot terroriste, en fait. Il raconte longuement comment on a laissé entrer aux États-Unis les terroristes, comment on les a laissés même s'entraîner, prendre des cours de pilotage d'avion et des choses incroyables. Ils étaient suivis, on les connaissait. Les gens de la CIA, de la FBI. Alors, il y a aussi eu des rivalités entre la CIA et la FBI.
La CIA était au courant de cet fait, qu'elle a caché au FBI. Alors je raconte ça tout de suite. Allez, je me lance, tant pis, je me lance sur la piste, un peu en disant, il a, je vais en dire un mot tout de suite, il y a un membre du FBI qui a raconté, qui a révélé qu'il avait été détaché auprès de la CIA dans un groupe d'enquête de la CIA, et il avait appris là que la CIA savait que 2 des terroristes qui allaient, c'était avant lui, on ne sait pas, qui allaient faire les attentats, étaient arrivés sur le sol américain. Il a dit, mais il faut prévenir le FBI. Et on lui a dit, non, pas question, taisez-vous, on vous interdit de parler. Nous en parlerons à la FBI quand nous le jugerons utile. Alors c'est incroyable comme histoire, c'est absolument authentique, ça a été publié dans tous les grands journaux, ça, ce que je raconte là. Et la seule explication qu'on a, raisonnable si on veut, c'est que, sans aller jusqu'à la thèse du grand complot américain, c'est que les gens de la CIA suivaient ces terroristes et espéraient remonter vers les gros bonnets et même enfin des agents infiltrés. Donc c'est déjà, on est là dans une espèce de situation très compliquée, très glauque. Et il est bien difficile de savoir finalement, enfin, ce qui s'est réellement passé. Mais je voudrais dire qu'il y a là aussi des auteurs qui ont beaucoup creusé, notamment encore un Canadien, un professeur canadien, David Griffin. Un autre regard sur 7 ans, il a même publié 2 livres, c'est le deuxième que je vous montre là. Et lui, il est partisan de la thèse du grand complot. Hein. Lui, il est plutôt du côté de Thierry Messant, hein, en fait. Mais il y a beaucoup de choses à discuter là-dedans. Je vais essayer d'en dire un mot, d'en parler un peu. Mais on va revenir un petit peu sur le scénario, si vous voulez bien, pour voir ce qui s'est passé. Donc il y avait 4 avions, il y en a un, c'est le American Airlines 11, décollage de Boston à 8h, percute la tour nord à 8h45. Là, c'est intéressant. Oui, ça va vite. Hein. 3 quarts d'heure après, il percute. Boston, New York. Les 4 avions sont des avions gros porteurs, transcontinentaux, qui allaient tous faire le voyage vers la côte ouest. United Airlines, 75, décollage de Boston également, à 8h14, 14 minutes plus tard, percute la tour sud à 9h03, donc un quart d'heure après. Voilà. Et ensuite, dans le décollage du AA American Airlines 77, alors ça c'est l'avion qui a fait couler le plus d'encre, sans doute. C'est celui qui va percuter le Pentagone. Il décolle de Washington, celui-là, 8h20. Il va faire un petit tour, si j'ose dire. Vous allez voir, je vais vous montrer les trajectoires. Et il percute le Pentagone à 9h38. Retenez bien cette heure-là, c'est très important, vous allez voir pourquoi. Et ensuite, le 4e vol, décollage de Newark, près de New York, à 8h42, s'écrase à Pennsylvanie à 10h03. Donc à 10h03, les 4 avions sont au tapis. Ils ont démoli les 2 tours du World Trade Center, les Twin Towers, et ils ont percuté, et il y en a un autre qui a percuté le Pentagone, et le 4e qui s'est écrasé, parce qu'il y a eu une révolte des passagers qui ont réussi à se battre avec l'équipage et à faire plonger l'appareil à Pennsylvanie. Voilà le scénario, très résumé. Voici ici le schéma des 2 grandes tours du World Trade Center. Donc vous voyez l'avion qui percute la tour nord et l'autre qui va percuter un quart d'heure plus tard, enfin un peu plus tard, la tour sud. Et voici des trajectoires. Vous avez donc le vol Boston-New York, c'est le premier, vol A11. Ensuite, oh, vous allez vite. Là. Je reviens. Donc voilà, décollage 7h59. Et puis alors Boston-Los Angeles également. Donc il s'approche de New York en fait, et qui fait demi-tour et fonce vers New York et va percuter donc la tour sud. Ensuite vous avez le 3e vol
qui fait une boucle. Il part de Washington à l'aéroport Dallas. Washington, il va faire une boucle dans le Kentucky et il va revenir à grande vitesse et c'est lui qui va percuter le Pentagone. Et puis le quatrième, s'il décolle de New York, Newark, et il va s'écrabouiller en Pennsylvanie. Voilà en gros donc la description très résumée du scénario. Et je vais tout de suite vous proposer de discuter un petit peu sur le crash qui a fait peut-être... Enfin, là, il y a deux volets qui ont fait couler beaucoup d'encre. C'est le crash du Pentagone et ensuite c'est l'effondrement des tours. Hein. Donc je parle d'abord du crash du Pentagone, sur le Pentagone. Il y a deux questions tout à fait... Enfin, il y a un tas de questions en fait. Hein. Il y a un tas de questions, dont deux. Pouvait-on arrêter le vol? À ce moment-là, c'était déjà le troisième avion. Quand il s'est approché de Washington, il y avait déjà les deux tours qui cramaient à New York. Tout le monde voyait ça à la télévision, tout le monde était pétrifié, on regardait la télé. Hein. On a prétendu, on a raconté que en fait, les militaires américains n'étaient pas bien au courant, ils n'étaient pas informés. En fait, en réalité, c'est bien sûr qu'ils étaient informés. Parce que les gens de l'aviation civile, les responsables ont dit que c'était pas vrai, qu'il y avait des officiers militaires à tous les centres de commandement de l'aviation civile qui étaient dans le coup, qui suivaient tous ces avions. Donc ils étaient parfaitement au courant. En fait, mais c'était, je crois qu'on va peut-être, je vais voir si je peux vous en parler un peu. On va continuer, mais c'était extrêmement compliqué, la réalisation militaire et civile, de l'aviation militaire et civile, surtout militaire, encore pire que civile. Et en fait, il n'avait aucune chance d'arrêter les avions, en fait, c'était impensable, il ne pouvait pas. C'était beaucoup trop compliqué, la chaîne de commandement était trop compliquée. En fait. Et puis, il faut bien voir que personne n'imaginait, au début de cette tragédie, comment elle allait se dérouler. Personne n'imaginait c'était des avions suicides qui allaient percuter les tours, le Pentagone. Et en fait, tout le monde pensait que c'était des détournements d'avions. Jusqu'au dernier moment, le premier vol sur New York, ils ont cru que l'avion allait se poser à New York, qu'ils allaient devoir négocier avec les preneurs d'otages, en fait. Donc c'est une histoire absolument incroyable, en fait. Et il y a quand même beaucoup d'arguments contre la thèse du méga complot, mais je n'ai pas fini, je vais développer les arguments. Alors ici une vue de l'avion qui est donc censé avoir percuté le Pentagone, qu'on voit arriver en Rasbot, jusque sur la pelouse qui est devant le Pentagone, à toute vitesse. C'est absolument incroyable, mais il paraît que, d'après les experts, c'est très très difficile depuis. On ne peut pas piloter un avion à 800 à l'heure auprès du sol, un avion comme ça, un avion de ligne. Enfin bon, c'est encore une question qui est très très controversée aujourd'hui. Alors voici donc les dégâts sur le Pentagone qui s'est effondré. Alors une chose très intéressante, c'est que c'est l'aile ouest, sud-ouest du Pentagone qui a été percuté, ce qui est très bizarre parce que l'avion il est arrivé depuis le nord, il a fait tout le tour du Pentagone à toute vitesse pour aller percuter l'aile ouest, et c'est l'aile qui était en travaux, il y avait très peu de monde à cet endroit-là, donc c'est extrêmement bizarre, alors que de l'autre côté du Pentagone, il y avait la façade noble avec tous les bureaux des grands généraux, y compris du ministre de la Défense, Donald Rumsfeld. C'est une des choses extrêmement étranges de toute cette histoire. Vous savez, je crois qu'il y a un schéma de... Je sais pas si... Oui, un trajet bizarre. Ah, bah non, vous êtes allé un peu trop vite. Voilà. Il faudrait peut-être revenir en arrière. Vers là? Ah non. Tiens, c'est bizarre. Un trajet bizarre. C'est ce que vous avez dit là. Oui. Mais j'ai un schéma. Mais je crois que vous l'avez sauté, le schéma. Ah, je vais revenir. Je ne l'ai pas vu. Vous pouvez pas revenir en arrière, non? Ah ben non. Alors on continue en avant. Alors voici des photos. Oui, là, il y a une photo que j'ai glissée. Là, on a les détracteurs enfin, les accusateurs, Thierry Besson, ont dit ouais, c'était pas possible, l'avion ne pouvait pas
laisser aussi peu de débris. Là, effectivement, on voit des débris au sol de petite taille. Et en particulier, on ne retrouve pas les gros moteurs d'avion. C'est pour ça que j'ai mis une photo de moteurs d'avion de Boeing, qui sont 2 mètres de diamètre. C'est des gros moteurs. Donc, et très, très costauds, en acier, en titane. Et on se demande comment ils ont pu les écrabouiller. Ça, c'est un autre aspect de la discussion. Alors, on va continuer un peu. Alors voilà, il y a cette discussion sur les débris. Les détracteurs ont dit qu'il y avait pas très peu de débris. Mais il y a quelques mois après, là on est déjà, j'ai la date là-haut, vous voyez, le 21 mars 2002, est sortie une photo qui montre un débris un peu plus conséquent. Je dis un peu plus parce que, vous voyez sur la photo, c'est un débris assez fragile, assez bizarre, et qui a l'air d'être posé délicatement sur la pelouse devant le Pentagone. Alors ça a fait beaucoup couler l'encre, ça. Hein. Et alors, ils ont publié ça, même dans Le Monde, et on a dit, mais c'est pas vrai, c'est une mise en scène. À mon avis, je vais vous le dire tout de suite, je pense que c'était peut-être une mise en scène, mais c'était quand même un vrai débris, parce que par la suite, on a retrouvé une photo, c'est dans un documentaire qui est passé sur la 3e chaîne, la 3, bien plus tard, où on voit ce débris, mais en plein au milieu de tout le chantier de débrayage par les pompiers, où il y a un pompier au premier plan, tout ça. Donc, effectivement, ce débris est authentique, c'est un vrai débris du crash, mais la photo qu'on voyait juste avant, qu'on peut peut-être revoir, elle est quand même assez bizarre parce qu'on a l'impression qu'elle a été faite après coup, cette photo. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. C'est un montage, je sais pas. Bon, on ne saura jamais, probablement. Bref, il y avait quand même des débris. Là aussi, c'est un gros sujet de discussion. C'est le trou final, parce qu'il a traversé, l'avion a traversé trois murs en béton. Trois ailes du Pentagone. C'était concentrique, ça c'est le dernier trou. Il est bizarre le dernier trou, on se demande comment l'avion a pu arriver jusqu'à ce trou-là. Bon, enfin, c'est trop technique comme discussion, mais je vais quand même, il y a un aspect que je vais vous signaler, parce que je l'ai attrapé au vol quand même, si vous voulez bien avancer. Alors voilà, attendez, en retour en arrière. Le drone. Alors il y a l'hypothèse sur laquelle c'est pas un avion qui est écrasé sur le Pentagone. C'est l'hypothèse du grand complot, mais c'est un drone militaire, comme celui-là par exemple. Et parmi les arguments, il était plus petit, donc il pouvait pénétrer, comme on le voit dans les dégâts qui ont été causés. Et il y a aussi, dans les débris, on a fait, voilà une photo, dans les débris où on voit, vous voyez, il y a l'avant d'un réacteur qui ressemble assez à un réacteur de ces drones, ou alors d'un autre avion. Il y a un autre avion qui a été... Un missile de croisière. Un missile de croisière, mais aussi on a parlé d'un avion d'attaque de la marine américaine, qu'on va voir une photo, un biraacteur aussi. Et on a pensé que ça pouvait être l'un de ces avions-là. Alors effectivement, il y a un auteur français qui a Reynaud, qui a fait un livre qui était assez intéressant. Pendant un certain temps, il m'a même convaincu que ça pouvait être un avion comme ça, parce il y avait un témoignage technicien qui dit qu'on avait, quelque temps auparavant, transformé ces vieux avions qui étaient plus en service à ce moment, en avion en drone, enfin en avion télécommandé pour faire des exercices d'attaque, de bombardement, etc. Et puis, en fait, j'en ai parlé avec un pilote américain qui est un ufologue réputé aussi, qui connaît bien Jean-Luc Rivera, qui l'avait fait rencontrer. Peut-être qu'il y a des gens qui... Est-ce qu'il y a des gens qui se rappellent de Jean-Luc Rivera? Oui, Jean-Paul. Ah oui. Et deux. Le nom de ce pilote m'échappe. C'est Durand, c'est... Durand, ça vous dit quelque chose? C'est lui. Non, c'est un autre Durand. Toinel? Non, pas Toinel. Non, c'est un vieux pilote, l'ancien, aujourd'hui retraité de Delta Airlines, instructeur, pilote et tout très très sérieux, qui a beaucoup étudié Roswell, entre parenthèses. Il a fait même un DVD sur Roswell. Grelet?
Mais non, pas Grenet. Non, non, pas Grenet, non. Pilote américain. Vrai. Non, j'exagère, je suis méchant. Non. Grenet est un vrai pilote, mais bon, je ne vais rien dire sur lui. Parce que son dernier bouquin, vraiment, il n'aurait pas dû l'écrire. Hein. Je crois qu'il aurait mieux fait de s'abstenir. Petite parenthèse. Hors sujet. Bon, enfin, un pilote américain, voilà. C'est terrible, j'ai un problème de mémoire des noms. Je le connais bien, je l'ai rencontré plusieurs fois à Paris, on a déjeuné ensemble. Mais il m'a expliqué que, en fait, c'était des avions pour des essais. C'était normal, en fait. Donc, c'est pas une bonne piste, en fait. Alors ici, c'est assez rigolo. Voilà, une émission qui m'a quand même sérieusement énervé. Parce que c'est M. Guillaume Durand, toujours si content de lui, n'est-ce pas? Comme vous le voyez ici. Avec son émission L'objet du scandale, il a fait une belle émission sur le 11-9, en septembre. Le 9-11 en anglais. Parce que vous savez qu'on dit le mois d'abord et le jour après. Le 9-11, le 9-11. Et puis c'est l'indicatif des urgences de la police. Ah bon? Oui, c'est pour ça. 9-11, vous appelez la police quand il y a un problème. 9-11? Oui, le 17 qu'on a ici, c'est 9-11 là. Ah d'accord. Si vous êtes attaqué par... D'accord. Bon. J'en apprends tous les jours. Hein. On n'a jamais fini d'apprendre. Alors voilà, il faut passer à la suite parce qu'il y a eu toute une discussion tout à fait bizarre. Il y a un expert connu et reconnu, apprécié, Jean-Charles Bressard, spécialiste de toutes les histoires de terrorisme, qui s'est posé en enquêteur en chef pour les familles des victimes du 11-9, qui a exhibé une photo lors de cette émission que l'on va voir. Regardez, voilà la photo du pilote du Boeing qui s'est écrasé sur le Pentagone. Alors vous me direz, on ne voit rien du tout. Si on regarde bien, je peux vous montrer. On voit de la viande. La tête du pilote, on voit de la viande, comme vous dites, c'est-à-dire le torse très abîmé, brûlé. Et puis on voit encore ses jambes, on voit qu'il a encore son pantalon sur les jambes. Et alors là, il y a quand même un gros problème, hein, parce qu'on a expliqué que l'avion s'était complètement désintégré. Bah oui. Alors comment ça se fait qu'on a retrouvé le pilote avec son pantalon sur les jambes qui s'était écrasé à 850 à l'heure sur plusieurs épaisseurs de murs de Pentagone, hein. Il y a quelque chose il y avait comme un défaut, comme aurait dit l'humoriste là. Hein? Fernand Reynaud. Il y avait comme un défaut. Hein? Et c'est toujours pas expliqué. En réalité, cette photo. Ah oui, là c'est une photo, c'est une autre histoire. On voit ici, vous êtes allé trop vite, vous m'avez coupé le sifflet encore une fois. C'est que ça vous plaît pas la viande rouge? Ça me plaît pas. D'accord, elle est pas belle cette photo, elle est terrible. Mais en fait, en réalité, c'est une photo qui vient pas du tout du Pentagone, c'est un avion qui s'est écrasé, c'est un avion militaire. On voit d'ailleurs la caravane de l'avion militaire qui entoure le pilote. Ça n'a rien à voir avec l'accident du Pentagone, en fait. Donc, en réalité, c'est Jean-Charles Bressard, qui est un spécialiste estimé, il s'est fait bourrer, il s'est fait blouser lui aussi. On lui a fait une photo qui était bidon, en fait, qui était fallacieuse. Et il l'a montré, et tout le monde l'a avalé. Moi, je l'ai avalé aussi, d'ailleurs, pendant l'émission, je me suis dit, ah bon. Et puis après ça, j'ai commencé à réfléchir, je me suis dit, mais ça va pas du tout, ça. Voilà. Donc il faut faire attention. Ce que je veux dire, c'est, après tout, c'est quand même dans mon sujet, c'est médias et complot, hein, manipulation et vérité. Là, on est en pleine manipulation. Je ne dis pas que l'avion ne s'est pas écrasé. Moi, je pense que si, il s'est écrasé. Parce que je vais y arriver. Il y a une objection majeure quand même. Hein. On peut avancer maintenant, si vous voulez bien. Bon. Alors, les gens qui ont dit c'est pas possible qu'un avion se désintègre, bah si, regardez, il y a eu des essais qui ont été faits, que si un chasseur qui était
on a fait s'écraser sur un mur de béton de 3,60 mètres d'épaisseur. C'est plus gros que les murs du Pentagone, ça c'est vrai. Hein. Mais on voit ce chasseur, c'est un Human Fandom, lancé à 850 à l'heure sur des rails, et il part en fumée. Contre le mur en béton. Mais il ne perce pas tout. Mais non, il y a eu. Le mur a été un peu bombé quand même. Mais il n'a pas été percé parce que 3 mètres de béton, ça ne se perce pas comme ça. Pendant la guerre, d'ailleurs, les Américains, les bombardiers américains, ils ont essayé de percer des flocos en béton. Moi, je connais un peu. La région de Saint-Nazaire est tournée à Nantes. Si vous allez à Saint-Nazaire, vous verrez encore la base des sous-marins de Saint-Nazaire qui est toujours là. Hein. On n'a jamais réussi à percer le toit du blocos. Hein. Donc c'est très solide dans le béton quand même. Bon, mais voici alors les rares photos qu'on a de l'écrasement de l'avion, et on ne voit pas l'avion. Alors les amateurs, les tenants du complot disent, vous voyez, c'est du bidon tout ça, il n'y avait pas d'avion. En fait, les caméras de surveillance qui ont filmé ça, elles ont une cadence de photos assez lente, hein, en fait, une photo par seconde ou quelque chose comme ça, parce qu'elles tournent 24 heures sur 24. Et donc c'est possible que l'avion est passé trop vite, à 800 à l'heure, oui, il n'y a pas eu de photo vraiment de l'avion. Donc c'est pas un argument décisif non plus. Alors ensuite on a quoi? Voilà. Alors dans le livre de réfutation dont je parlais au début, l'effroyable imposture, a montré que, en fait, avec force schéma, qu'un avion qui arrive à 800 à l'heure contre un mur, c'est comme s'il tombait presque verticalement, en fait. Bon, enfin, je pense que ça devient un peu technique. Mais là, il y a une question vraiment intéressante sur laquelle je vais faire un petit arrêt, là. C'est une question qui reste sans réponse aujourd'hui. Si l'avion ne s'est pas écrasé sur le Pentagone, alors où est-il passé? Parce qu'il a bel et bien disparu, l'avion, avec ses passagers. Mais ça arrive, ça. Le MH370 oui, c'est vrai. de la Malaisie Airlines, Malaysia Airlines a disparu avec... oui, sauf que... Sauf qu'il y avait la mer. Oui, sauf que... on cherche toujours. On l'a cherché en mer, longuement. Il y a eu peut-être des fausses pistes. Et là aussi, c'est très très glauque comme histoire. Bah oui. C'est hyper glauque comme histoire. C'est pas du tout résolu. Hein. Pas du tout résolu. Mais c'est vraiment une autre histoire, c'est un autre débat. On pourrait faire une soirée sur la fin de la Malaysia Airlines. Hein. Tout à fait. Mais là, il y a quand même une question terrible, c'est que si l'avion ne s'est pas écrasé sur le Pentagone, on n'est pas dans l'océan Indien, là. On est sur la côte américaine, avec une ville de plusieurs millions d'habitants. Mais est-ce qu'il y avait des passagers dans cet avion? Ben oui, il y avait des passagers, il y avait au moins 90 passagers, quelque chose comme ça. Et il y a eu des morts au sein du... Et au sein du Pentagone, oui. Il y a eu au moins 150 morts. Oui, oui, il y a une stèle avec tous les noms. Absolument, absolument, il y a eu beaucoup de morts. Non, mais il y a eu un écrasement. Non, mais la question était, est-ce que c'est un avion Ou un missile? Ou une bombe. Ou Un missile. Un missile. Un missile anti-bunker. On fait des victimes aussi. Hein, mais la question, c'est, pour les complotistes, c'était pas un avion. C'est pas vrai. Alors, je sais pas pourquoi, à la limite, ils se cramponnent à cette idée-là, parce que si c'était un méga complot, oui, pourquoi pas, tant qu'on y est, ils ont bien écrasé 2 avions sur les tours, pourquoi pas un autre sur le Pentagone, hein. Oui, mais enfin, les complotistes ont intérêt à entretenir la notion du complot pour vendre des bouquins. Oui, vous avez raison. Ah si. Moi, je suis en train de vendre un bouquin qui discute ça calmement et essaie de faire ça sérieusement. Je ne sais pas si j'y suis arrivé, vous verrez si jamais vous voulez lire mon bouquin. Mais je voulais signaler, ici, il y a une thèse extraordinaire. J'ai le livre d'une auteure américaine, Nora Jadzik, qui gravite un peu sur les marges de l'ufologie également, qui a une certaine réputation, une sorte d'avant-gardiste, si on veut. Hein. Et alors, elle a fait un bouquin tout à fait extraordinaire qui dit que, en fait, voilà ce qui s'est passé. Elle pense qu'elle a trouvé
trouver le scénario. Alors, tenez-vous bien, c'est les complotistes, ils sont donc les complotistes américains, c'est la thèse du complot américain. Ils ont tué tous les passagers à l'aise de gaz asphyxiants, eux-mêmes portant des masques à gaz. Et puis alors, ils ont conduit l'avion, ils l'ont conduit sur la grande base américaine de Wright-Patterson dans l'Ohio. C'est la base mythique où il y a, la base technique où il y a des débris de Roswell. Je pense pour ma part que c'est vrai d'ailleurs. Il y a tout un livre que notre ami Jean Dubreuil, on en a pas mal discuté. C'est des auteurs Tom Carr et Daniel Schmidt qui ont fait plusieurs livres, dont un sur la vraie zone 51, il l'appelle. Et c'est sur toutes les histoires tournant autour de la base de Wright-Patterson. Donc, ça c'est intéressant, vous voyez, comme élaboration de thèses complotistes, c'est qu'on parle de certaines choses qui sont vraies ou probablement vraies, et puis on en rajoute une tonne par-dessus. Et alors, il y a une des grosses difficultés de cette thèse, c'est que, des énormes difficultés, c'est que, bon, il fallait installer les gaz asphyxiants à bord de l'avion, déjà, pour commencer. C'était comme un avion, je ne sais plus si c'est United Airlines, les grandes compagnies d'aviation, il fallait monter toute une installation de gaz asphyxiant à bord. Comment on fait, pas facile. Et puis ensuite, il fallait... ensuite, il y a un autre aspect tout à fait dérangeant, c'est qu'il y avait une personnalité connue du monde politique américain, qui était la femme d'un grand bonnet du gouvernement, au ministère de la Santé, je sais plus. Et elle avait échangé plusieurs fois au téléphone portable. On a beaucoup discuté sur le téléphone portable, on a dit que ce n'était pas possible de communiquer. En fait, si, c'est possible, ça dépend des endroits, c'est à l'altitude de l'avion, c'est pas toujours facile, mais on y arrive quand même. Donc, en fait, elle a correspondu. Il ne le nie pas qu'elle était à bord, les tenants du méga complot, mais alors la thèse de Norana Jadzik, c'est qu'ils l'ont protégée en lui faisant mettre elle aussi un masque à gaz. Je crois que vous imaginez un peu la situation. Et tout ce petit monde est allé, ça va traverser jusque dans l'Ohio. Ensuite, on a débarqué tout le monde des canards d'un côté, et Norana Jadzik, on l'a embarquée vivante. Et on est allé la planquer sur une autre base ultra secrète américaine où son mari vient lui rendre visite de temps en temps. Donc alors là, on arrive vraiment là, dans ce que les Américains appellent la frange lunatique, la lunatic French. C'est terrible. Mais voilà, ça fait partie des choses avec lesquelles on est obligé de travailler, parce que c'est de la littérature qui a été publiée, tout ça. Alors voilà, je continue, je ne regarde même plus mon manuscrit, vous voyez que je me lance sur la piste. Et voici les arguments de l'un des auteurs, donc, partisans du complot, dont je vous ai cité le nom tout à l'heure, le Canadien. Et il y a toute une série d'arguments, mais je viens déjà d'en discuter quelques-uns. Je n'ai pas vraiment le temps ni le moral pour les repasser en vue tous les uns après les autres, mais il y en a quand même un qui est très intéressant, mais qui ne prouve pas du tout que c'était... qui ouvre, là ça va ouvrir la discussion sur un autre aspect que je voudrais quand même évoquer un petit peu si j'ai encore un peu de temps. Vous m'accordez encore un peu de temps? Un peu. Combien? C'est, on a 2 minutes. 2 minutes. Il est 9h30, donc on a encore... Oui, on a encore un peu de temps. Encore un peu de temps. Et puis après, on pourra discuter après. Après, il y a la partie OVNI Il aussi. faut peut-être quand même ensuite attaquer la partie OVNI. Oui. Parce que si on commence à discuter sur le 11 septembre, je crois qu'on va parler... On va parler des OVNI. Oui. Donc je termine. Il y a quand même un aspect très intéressant.
c'est que sans aller jusqu'à la thèse du méga complot, il y a l'idée qu'il y a pu y avoir une certaine complaisance ou une certaine facilitation des attentats. Et il y a un témoignage qui est très intéressant, c'est celui du ministre des Transports, Norman Mineta. On a dit qu'il n'était pas là, c'est pas vrai, on sait qu'il était là. Et en fait, il a témoigné par la suite qu'il y avait eu un incident très très bizarre. Il y a peut-être, on va le voir sur l'image suivante peut-être. Ah non, ben voilà. Là, je cherchais cette image où on voit la trajectoire de l'avion du Pentagone qui tourne autour du Pentagone avant de venir s'écraser. Et c'est à peu près dans le même esprit. Voilà. Ici, vous avez... Ah, excusez-moi. Attends. Oh là là, vous avez fait un saut énorme. Voilà, stop. Ici, la scène se passe dans le bunker de la Maison Blanche, dans les sous-sols de la Maison Blanche. Vous savez que Bush Jr. était en Floride, il assistait à une leçon de lecture dans une école primaire de Floride. C'est incroyable d'ailleurs. On n'a pas le temps d'en parler. C'est l'homme en poste, c'est le vice-président Dick Cheney qu'on voit ça là. Et derrière lui, vous savez, le ministre des Transports, Mineta, qui a témoigné ensuite. Il y a la vidéo de Mineta témoignant, et qu'est-ce qu'il raconte? Alors voilà, il faut bien comprendre. C'est que, selon lui, il y a l'aide de camp de Dick Cheney qui est venu à 3 reprises pour le prévenir qu'il y avait un avion en approche. C'était le 3e avion, celui qui devait s'écraser sur le Pentagone. Il s'est écrasé à 9h30 ou quelque chose comme ça. Ouais. 9h38. Hein? 9h38. Oui. D'accord. Et ça se passe à 9h15, aux alentours de 9h15. Et il y a un assistant de Cheney qui vient de me dire qu'il y a un avion qui s'approche. Enfin, entre 9h15 et 9h30, par là, ouais. À 3 reprises. Et il y a l'assistant qui dit est-ce que les ordres tiennent toujours? Et l'autre lui a répondu mais bien sûr qu'ils tiennent, qu'est-ce qui vous a dit qu'ils ne tenaient pas? Alors, il a dit je ne sais pas pourquoi il faisait allusion. Mais en réalité, la question qui se posait c'était est-ce qu'on va intercepter cet avion ou pas? Parce qu'il y a toute une histoire extraordinaire, je n'ai pas le temps de vous la raconter, mais c'est dans mon bouquin, sur le fait qu'il y avait très peu d'avions en état d'alerte sur toute la côte Est. En réalité, il y en avait un peu plus que ça, et notamment, il y avait des avions à Washington, sur l'aéroport militaire de Washington, il y avait des avions F-16 d'interception qui dépendaient directement de la Maison-Blanche. Dick Cheney n'avait qu'un ordre à donner, et en fait, à la base, on avait téléphoné pour dire mais qu'est-ce qu'on fait? Et alors les gens du service secret avaient dit ne les dérangez pas, ils sont en réunion. C'est incroyable, il y avait l'avion qui s'approchait, et qui est venu percuter le Pentagone en tournant autour. Eh bien, il n'a rien dit à ce moment-là. Alors c'était quand même assez embêtant cette histoire-là. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont raconté dans le rapport officiel dont je vous ai montré la couverture tout à l'heure? Eh bien, ils ont décalé ce témoignage. C'était plus à 9h15, c'était à 10h15, à peu près, que l'assistant est venu prévenir l'arrivée d'un avion. Et donc, à ce moment-là, raconte le rapport officiel, ah, mais le vice-président Cheney a dit, oui, immédiatement, il faut abattre cet avion. Pardon, on y va. Les F-16 n'ont pas tardé à décoller, mais trop tard, parce que l'entretien, l'avion était déjà percuté le Pentagone. Mais on est là devant un flagrant délit en fait de manipulation d'information. C'est le titre de mon bouquin, c'est manipulation de vérité. Là, on est en pleine manipulation du rapport officiel qui a été accepté par tout le monde, par toute la grande presse, par tous les grands médias. Voilà, c'est ça que j'avais envie de raconter. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oui, alors là, on voit, il y a une photo intéressante aussi, c'est qu'on voit Dick Cheney, qui est identifié comme participant au transport d'un blessé du Pentagone vers l'ambulance. Donc c'est curieux parce que
si la question que ça pose, c'est est-ce que Dick Cheney était au courant d'un énorme complot visant à détruire notamment le Pentagone? Ça paraît quand même difficile à croire. Ou alors c'était vraiment un type d'une, comment dirais-je, extraordinairement machiavélique. Bon, ça, Je ne crois pas que ça aille jusque-là. c'est une réputation, c'est bon. Remarquez que Donald Rumsfeld, puisqu'on en parle, le soir du 11 septembre, il a eu ce mot, paraît-il, qui a été cité par l'un des proches, Richard Clark, je crois, qui a dit « Ah, ben maintenant, on peut attaquer l'Irak. » Bah oui. Parce qu'il y a toute une histoire sur toute une philosophie très à droite, l'extrême droite, des faucons américains qui disaient « Nous avons besoin d'un Pearl Harbor pour pouvoir attaquer l'Irak. » Il y a même tout un document qui existe à ce sujet. Je crois que j'ai mis la photo quelque part, mais je ne me rappelle plus. On va avancer. Alors là, oui, encore un mot, quand même, 3-4 minutes, si vous voulez, sur la question de l'effondrement des tours. Il y a eu une énorme discussion, la vitesse des tours, la démolition en chute libre, ça ressemblait à une production programmée, avec beaucoup d'explosions violentes, que tout le monde, il y a beaucoup de témoignages. Mais il y a une explication peut-être de cela, et là j'abrège beaucoup, c'est qu'il y a 2 experts chimistes européens de l'Europe du Nord qui ont, il n'y a pas tellement longtemps, qui ont émis conjointement l'hypothèse qu'en fait, il y avait eu des explosions d'aluminium. L'aluminium des cabines des 2 avions qui avaient percuté le haut des tours. Et qu'à haute température, à partir de 1000 degrés, l'aluminium porté à plus de 1000 degrés, arrosé d'eau, ça devient extrêmement violent. C'est une explosion très violente. Hein. Ça brûle, oui. C'est plus violent que le TNT, disent les experts. Alors je vois que notre ami ici... Ça brûle l'aluminium dans l'eau. Oui, mais ça peut... Oui, mais à porter à haute température, à plus de 1000 degrés, ils disent que ça explose. Et effectivement, il y a eu... On a des cas d'usines qui ont complètement explosé à cause de ça. Oui, ça peut prendre feu tout seul, la poussière d'aluminium. Et ça ne s'arrête pas ensuite, une fois que c'est parti. Oui, mais ça peut aussi exploser. Ça peut exploser. C'était quand même des experts chimistes réputés qui disent ça. Je vous signale. Il y a une photo qui peut-être qu'on va pouvoir voir. Voilà, ici on voit l'incendie en haut de l'une des tours. Et ensuite, il y a une autre photo où on voit ici une coulée de métal en feu là, qui dégringole. Mais les tours, la percussion des tours, on les a tous vus. Moi, je les ai vus la deuxième en direct. Oui. Oui, moi aussi. J'ai pas vu d'explosion tout de suite. Les explosions, on les a vues ensuite quand la tour s'est... Non, c'est en haut. C'est en haut. Oui. L'explosion en haut. Bon, alors, c'est très compliqué comme discussion. Il y a des milliers de gens, d'experts qui discutent de ça. Il y a eu un énorme site qui s'appelle Reopen 9/11. Il y a je ne sais pas combien de mille experts. C'est très impressionnant. Mais il y a eu aussi des enquêtes officielles, notamment du bureau des standards américains. Et il y a beaucoup de questions quand même qui restent. J'ai été trop vite. Effectivement, sans réponse. Hein? Non, j'ai dit j'ai été trop vite. Un petit peu, oui. Ce qui est quand même intéressant, c'est que si c'est pas ça l'explication, parce que eux ils ont fait leur calcul, les physiciens, les chimistes, ils pensent que c'est possible que les tours s'effondrent à cette vitesse-là, parce qu'il y a dans les étages supérieurs, ça va pas là le film. Non, ça on va mettre la batterie. Il y avait l'équivalent il y avait je ne sais pas combien, il y avait 40 000 tonnes de poids qui s'étaient effondrés à un moment donné. Quand les poutres ont cédé. Ça a fait un poids gigantesque
et ça fait comme une ville d'acier qui s'effondre. Ils n'ont pas réussi à atteindre les deux, l'une des tours. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un des avions qui vient percuter la tour, l'une des tours, et l'autre qui est intacte. Qu'est-ce qu'on fait après? Il y a un chantier de démolition qui prend des semaines et des mois à évacuer, et il faut évacuer les explosifs dans les tours. Il faut réfléchir un petit peu. Moi, j'arrive. Attendez. La tour 7, elle s'est bien effondrée, elle n'a pas été touchée par un avion. Alors, ça y est. Il vient me perturber. Est-ce que je peux juste interrompre un moment, parce que je crois que vous passez par une chose qui est vraiment cruciale, c'est chercher, voir sur Google des vidéos qui parlent de la construction des deux tours, comment elles ont été construites, ainsi que le bâtiment numéro 7 qui s'est effondré, le troisième bâtiment, qui a été un des bâtiments les plus costauds sur toute la planète, car des agences de services secrets de la CIA, de la FBI, avaient leur bureau, leur centre de siège principal. On pouvait même couper la tête d'un de ces... et alors? La tête d'un de ces bâtiments, et alors? dirait encore, rester debout. Ils furent conçus comme ça. Ça ne tombe pas. On peut lui couper à partir du 40e étage. Non, mais regardez une vidéo où on nous explique comment... Oui, mais il y a une vidéo qui vous explique qu'on n'est jamais allé sur la Lune aussi. Avec quelles mesures de sécurité? Il y a plein de vidéos. Il y a des vidéos qui disent qu'on n'est jamais allé sur la Lune. Il y en a qui disent qu'on a une construction des bâtiments, et c'est une chose du passé. C'est déjà loin dans le passé, ça ne changera pas. J'y étais. Moi, je l'ai vu construire les tours. J'étais là. J'étais en 68, 70, je les ai vus monter les tours. Bon. J'ai très bien vu comment on les construisait. Je pense qu'il faut laisser parler Gildas. On a tous notre opinion là-dessus. Oui, non, mais ce que je voulais dire pour terminer, c'est que la thèse du méga complot, elle pose des grosses questions quand même. Hein. Moi, je ne suis pas du tout complètement bouclé là-dessus. La tour WT7 continue à poser un gros problème. C'est la tour suivante, il y avait le schéma. Voilà, c'est la troisième tour qui s'est effondrée plusieurs heures plus tard et qui est vraiment énigmatique. Et ça a été annoncé 20 minutes avant à la télévision anglaise. Oui, mais ça, alors là, oui. D'accord. Bon, allez, ça y est, je suis foutu, là, ça y est. Je suis obligé de m'arrêter. Ok, méga complot, gigantesque, ramification mondiale. Peut-être même qu'on a tiré les ficelles avec mais les extraterrestres. Ce qu'on peut faire, vous voulez vous arrêter là? Moi, je vais arrêter là. On peut faire un sondage, puis on arrête là. Qu'est-ce qui croit au méga complot de Messan, moi, je crois. Et qu'est-ce qui croit au contraire que c'est la thèse officielle est valide? La majorité. Moi, je crois que c'est entre les deux. Moi, je crois à une facilitation des complot. Je suis entre les deux. Il y a d'autres qui disent que ce n'est pas vraiment le gouvernement américain lui-même, mais des factions du gouvernement américain. Oui, des factions, bien sûr. Oui, des factions. Oui, j'aurais dû le dire dès le début, bien sûr, des factions. Il y en a même qui ont dit que c'était des hologrammes. Des hologrammes, oui. Et il y a même une Anglaise qui prétend que... c'est peut-être celle-là, oui. Que, en fait, ça a été... attendez, je ne me souviens plus de sa thèse. C'est une thèse extraordinaire aussi, qui est sur Internet, avec conférences et tout. Ce qu'on peut dire, c'est que ça s'avait encore, en termes de théorie du complot, c'est le grand départ de la... On parle de théorie du complot à partir de ce moment-là, en fait, à partir du bouquin de Messan. Ça a commencé à l'époque de Kennedy, Robert Kennedy. Je veux dire, l'expression théorie du complot, à la fois pour attaquer les complotistes, et aussi, ça peut être aussi repris dans l'autre sens, pour dire oui, moi je crois qu'il y a un complot, c'est à partir de cette période-là, parce que c'est vrai qu'avant on croyait déjà pas. Il paraît que quelqu'un m'a dit qu'un ami m'a écrit sur Internet que l'expression théorie du complot est née à la suite de l'assassinat de Kennedy. D'accord. Et alors, qu'est-ce qu'il y a de vrai, là, paraît-il? Il y a des clichés qui sont montrés là sur Internet. Il y aurait des ovnis
qui serait apparu à ce moment-là. Ça, je sais pas. Ouais, mais ça aussi, C'est quoi, pareil. c'est crédible ou pas? Non, attendez, moi j'en sais rien. Non, non, mais c'est. Je Non, n'en mais sais là, moi non rien. plus, je me pose la question. Je ne sais pas. Mais on voit bien les clichés. Mais je connais une américaine qui était la petite fille du président général Eisenhower, que j'ai rencontré à Roswell en 2007. On a pris le petit déjeuner ensemble avec l'italo-américaine Paola Harris, qui est venue une fois à Paris d'ailleurs, qui est très gentille, mais qui absorbe tout cela comme une éponge. Et j'ai découvert que cette Laura Eisenhower, paraît-il, je ne peux pas vraiment vérifier, mais qu'elle raconte qu'elle est allée sur la planète Mars, sur la base secrète, et qu'elle n'est pas la seule. Qu'il y a une base secrète gigantesque, il y a des gens qui disent qu'ils ont vécu 10 ou 20 ans là. Vous avez entendu parler de ça? Oui, dans Internet, il y a plein de... Alors, il y mais a plein de choses. si je veux conclure, si je peux essayer de conclure, c'est pas une vraie conclusion, mais c'est faites bien attention. Et que Ben Parce Laden qu'on est toujours- dans un monde, Ben c'est ce Laden- que Leonard Stringfield appelait a hall of mirrors, un hall de miroirs déformants. et- De typologie comme ça, la thèse et, aussi. et plus encore. La thèse aussi, Ben Laden est toujours vivant. Mais non, il est mort il y a longtemps. Eh bien Hitler, Il était mort avant, 10 ans avant le. Hitler est encore vivant, il doit avoir 140 ans maintenant. Alors sur les avions, sur les ovnis, je vais en dire 3 mots parce que je sais une réunion d'ufologie, mais on n'a plus guère le temps. Je crois que vous avez l'air un peu exténué. Pas moi. Non, non. On y va. Mais si vous voulez faire une petite pause, Je vous sélectionne deux petits sujets. L'un, c'est, on avance, un cas des informations fabriquées par la CIA, les U2 pris pour des ovnis. Est-ce que vous avez entendu parler de cette thèse? non. Non? Non. Ah ben dites donc, ça a fait des articles et des articles dans la grande presse. Tenez, je vais vous en montrer un tout de suite. Voilà les avions U2, donc avions d'espionnage qui montaient à 20 000 mètres d'altitude, etc. Et la CIA en 1997, en fait on en a construit très peu, une cinquantaine. Hein. Et on les a basés aux alentours, au Japon, en Allemagne, en Turquie. Et ça fait rien. La CIA s'est mise à raconter en 1997 à l'historien de la CIA, Gerald Hayes. Voici ici un U2 au décollage le soir. Et on a expliqué que, retour en arrière une seconde, Il est beau. que les gens de la CIA, l'historien, a dit ah ben voilà, vous comprenez, on s'est mis à voir des ovnis partout à cause des avions U2 parce que le soir, quand ils décollaient, dans la lumière du soir, ils brillaient. Et alors on pouvait les prendre pour des soucoupes volantes. Ah si, c'est passé à la télé, ça. Oui, National Geographic. Que les U2, c'était des faux ovnis. Hein? Non, c'est passé à la télé. Que les... C'est un avion U2, ça. Non, Oui, c'est une soucoupe volante, ça se voit bien. c'est une soucoupe volante. Ça se voit, non, quand même. Comme dirait l'autre, là, le spécialiste des légumes frais. Sur les étalages, ça se voit, les légumes frais. Et là aussi, ça se voit, une soucoupe volante, bordel. Voilà. Alors, on y va. Donc, voilà l'explication. Les ovnis n'étaient que des espions volants. Ça, c'est un article, pleine page, dans le Figaro. Oui, le Figaro. Et de quand? Édition C'est marqué en bas, non? Non, ça côté. 1997. 97. Première apparition de la théorie, signée historien de la CIA, Gerald Hayes, reprise en cœur, sans le moindre recul, sans le moindre esprit critique. Non, mais entièrement d'accord, mais les gens voyaient quelque chose. Ils fabulaient pas. Il voyait des ovnis. Oui, non. C'était la réponse. L'objectif de l'opération. C'était la réponse, Bien sûr, c'est oui. dire, mais non, c'était pas des ovnis, c'était des avions secrets. Mais Oui, on oui. voit bien que non. en Non, fait. mais ça, on est bien d'accord. Bon, mais ils voyaient quelque chose qui est intéressant. Les témoins Oui. ne fabulent pas en disant. Ben non, ça ne voulait pas. Attendez, à la image suivante, voilà, il y a eu un article, je l'ai le numéro là. Si Alors ça, c'est le SR71. Oui, parce qu'ils ont parlé aussi du SR71. Voilà, les espions, les ovnis de la CIA. En fait, ils montaient tellement haut qu'on ne les voyait plus du tout. Et il volait tellement vite que... Et tellement vite. Ouais. Alors, attendez, il y a quand même un argument un tout petit peu sérieux qui va suivre. C'est que, oui, voilà, là, ça c'est
c'est l'article du physicien Bruce Maccabi qui raconte, qui expose la théorie. Parce qu'il y a eu tout un dossier de la CIA quand même, qui a développé ça. Et ensuite, nous avons, voilà, une petite étude que j'ai faite, qui est en reprenant les chiffres de Maccabi, mais je l'ai un petit peu arrangé à ma façon. On peut montrer le caractère fallacieux de cette histoire des ovnis, des avions qu'on prend pour des ovnis, avec des statistiques officielles. Si je les ai prises, elles sont dans le rapport Condon, le fameux rapport publié en 1969 qui expliquait que les ovnis, il n'y a pas d'ovnis. Et en réalité, c'était l'introduction du docteur Condon, parce que dans le corps de la grosse étude, du rapport, en réalité, il y avait des cas d'ovnis tout à fait intéressants. Eh bien, regardez ceci. On peut rapprocher deux statistiques. C'est on peut citer une statistique qui est dans le rapport Condon, c'est le nombre de cas d'observation qui ont été expliqués par la commission Livre Bleu comme étant des avions. Ce sont des cas d'ovnis qui ont été expliqués comme étant des avions. Alors en 53, on a 73 cas, en 54, 80, en 55, 124. Alors c'est là, premier vol des avions U-2, c'est 1955 à Groom Lake, dans ce qu'on appelle maintenant la zone 51. 148 en 56, 210 en 57, 104 en 58, 63 en 59, 66 en 1960. En réalité, le rapport de la CIA a dit qu'il y avait une véritable explosion du nombre de cas d'avions qu'on avait pris pour des ovnis, mais ce n'est pas vrai du tout. Les chiffres démentent complètement cette explication de la CIA. En fait, ce n'est pas du tout évident. Et en plus de ça, il y avait déjà des grosses vagues d'ovnis avant 1955, comme tous les gens qui connaissent un peu l'ufologie le savent. Il y avait eu des vagues très importantes. La vague de 1947, pour commencer, bien entendu, Kenneth Arnold et compagnie. La vague de 1952, 1954 en France et en Italie, et ainsi de suite. 1952, c'était le Washington, le carrousel de Washington, etc., etc. Donc, en réalité, voilà, nous avons là un exemple que je voulais quand même, que je crois intéressant de souligner dans ce sujet des gros baratins, n'est-ce pas? On pourrait l'appeler comme ça. C'est ce baratin de la CIA qui est une fable, en fait. C'est une blague. Mais qui a été reprise, parce que ça a été repris en 2013. C'est ce que je voulais dire encore aussi. Ça a été repris, je crois que je le cite, dans peut-être la diapo suivante. Oui. Voilà, c'est aussi écrit en 2013 avec succès. Voilà, regardez bien ceci, en août 2013. Ils ont ressorti cette histoire et ça a été repris en cœur par la grande presse. En France, l'Express du 17 août titrait « États-Unis, à défaut d'OVNI, la mythique zone 51 abritait des avions espions UNE ». Le quotidien Libération du même jour était encore plus direct. Les ovnis de la mythique zone 51 étaient des avions espions. Et voilà, emballé. Toc, toc, terminé. Les ovnis étaient des avions espions. Point final. Rideau circulé, il n'y a plus rien à voir. On peut lever la séance, les ovnis, c'est du pipeau intégral. On le savait bien. On le savait. Voilà. Bon. Alors ici, ça a été repris également une émission d'une journaliste que, par ailleurs, moi j'ai une certaine estime pour elle, Alice Lucet, elle a fait, à mon avis, des bonnes enquêtes, quand même, assez percutantes. Et d'ailleurs, elle a eu des ennuis pour ça. Et elle a fait une émission sur les ovnis, ovnis mystères sur la planète. Ben non, elle n'était pas bonne, son émission, parce qu'elle a repris plein de choses, dont cette explication. Tenez, vous allez voir la suite. Regardez, c'est une photo d'écran de cette émission de France 3 où on a ressorti les U2, les SR-71 et c'est quoi? voilà. Ah, il était trop vite. Et alors là,
deuxième petit sujet, il y a un livre que vous connaissez peut-être, le livre de la journaliste américaine. Il est traduit par un certain Par un Gilles certain Bourdet. Gilles Bourdet. Oui, ah oui, c'est ça. Oui. Il y a un rapport que Il y a dans ce livre, il est paru il y a 200-300 maintenant, et c'est incroyable comme histoire, parce que c'est un livre très sérieux, très bien fait, avec pas mal de témoignages. On pourrait en faire défiler 2 ou 3, là, puis on va terminer là-dessus si vous voulez. Voilà la couverture, les Slikine, OVNI, des généraux, des pilotes et des officiers de part, avec une préface de Jean-François Clairvoy et une autre de John Podesta. Ah, le fameux John Podesta. Ah oui, John Podesta, oui. Tiens, voilà. Alors, les Slikine, on la connaît bien en France. Je l'ai rencontrée plusieurs fois. Et ici, on la voit à la grande foire de Châlons-en-Champagne, dont certains se souviennent sûrement encore, où elle était venue avec. C'était la compagne de Maud Hopkins qui avait été invitée. C'était Jean-Luc Rivera qui l'avait fait venir à cette grande conférence, qui était un peu un vaste cirque, hein, on va dire. Il y avait un peu de tout là-dedans, mais il y avait quand même des bonnes choses. Et voilà, ici, il y avait Leslie King, que moi, j'en ai profité pour l'interviewer sur une étude tout à fait remarquable qu'elle avait faite sur un ovni de Kecksburg. On en a parlé, c'est une grosse histoire. Elle a réussi à coincer la CIA là-dessus. Et ensuite, voilà, on voit ici Leslie King, qui s'est intéressé beaucoup, qui s'est mise à écrire ce livre, à la suite notamment du rapport du Cometa. Vous voyez ici le principal responsable, Julien Letty, qui est venu interviewer à Paris. Et ensuite, on va voir encore d'autres. Voilà, un autre général, Wilfried de Bruel, général belge, qui a fait décoller des avions F-16 à l'époque de la balle belge en Belgique. Et il maintient absolument que c'était bel et bien des ovnis. On le voit ici qui témoigne à une grande réunion à Washington, au National Press Club de Washington, avec d'autres intervenants. C'était une grande conférence de presse organisée par Leslie King et un autre journaliste dont j'ai oublié le nom. Toinel aussi. Toinel a fait des photos, oui, Toinel était là. Oui, mais là, il y avait le doute avec les avions fantômes. Pardon? Les avions. C'était quoi les avions? Les stealth, là, les avions fantômes américains pendant la guerre d'Irak sont passés. Non, les avions triangulaires qui sont. Oui, en Belgique. Non, c'est les pipeaux intégrales. Les F-117, tu veux dire? Mais non. C'est quoi? C'est les ovnis belges n'ont rien à voir avec les avions. Non, mais il y a eu à un moment un doute. En disant, est-ce que c'est les Américains? Notamment par Bernard Toinel dans Sciences et Vie, oui. Voilà. Je l'ai l'article encore. Oui. Merci Toinel. Il a été mon ami quelque temps. Il ne l'est plus. On continue. Là, si vous voulez utiliser le micro, Ah oui, excusez-moi. Vous avez oublié le meilleur. Vous n'avez pas entendu le meilleur, mais ça vaut mieux. Ça vaut mieux comme ça. Parce que je viens de calomnier les personnages. Allons-y. Donc, National Press Club. National Press Club, voilà, vous voyez l'annonce. Et là, c'est le général Jafari, iranien, en exil. Enfin, non, même pas en exil, non, mais il était pilote, capitaine de chasse à l'époque, la dernière année du Shah d'Iran, en 1976, 77. Donc, il a été en première loge pour essayer de prendre en chasse, intercepter un énorme ovni dans la région de Téhéran. C'est un des cas les plus extraordinaires qui soit. Et ici, il raconte encore son histoire sous les yeux d'un autre personnage. C'est l'ancien gouverneur de l'Arizona, Phil Symington, qui lui-même... Phoenix, j'ai dit quoi? Non. Phoenix en Arizona. Il était gouverneur à l'époque, et il était là, et il a vu passer une gigantesque ovni. Donc voilà ici, dans une seule image, deux témoignages extraordinaires. Quand on pensait, Phil Symington, il a mis 10 ans avant de se décider à avouer qu'il avait vu l'ovni, parce qu'il a voulu, à l'époque, en tant que gouverneur, calmer la population qui s'inquiétait beaucoup, en racontant que c'était du pipeau, que c'était une blague. Mais après, 10 ans après, il a dit non, c'était bien un ovni et je l'ai vu. Parce qu'il était à la retraite.
Oui, voilà, une fois qu'il était là. Oui. Exactement. Oui, ça change beaucoup. Voilà. Et évidemment, il s'est fait claquer le couillon aussitôt qu'il a. Voilà Voilà un un dessin dessin d'artiste. de cet ovni gigantesque de Phoenix qui a traversé le ciel de Phoenix pendant au moins une demi-heure. Enfin, c'est un cas tout à fait extraordinaire. Bon, il y a des sceptiques qui ont déjà proposé des explications. Il y a un ancien des rapports ufologiques qui a essayé d'expliquer, Oui. qui a avancé une explication Laurent, très compliquée. Laurent à laquelle Chabin. je ne crois absolument pas. Hein. Laurent Chabin, non. Ouais, c'est ça, quelque chose comme ça. Parce qu'il il a publié un schéma qui ressemble à ça. Ouais, mais non, mais ça tient pas. Ouais. Ça tient pas la route. Du tout, du tout. Ouais. Xavier Passo, c'est que des lumières, il n'y a pas de lien. Et c'est pas, comment dire, c'est pas équidistant. Attendez, Xavier Passo, qu'est-ce qu'il vient Bah, faire non, il disait que c'était que des lumières, les lumières de film. Ouais, mais Xavier Passo, attendez, Non, excusez-moi. non, il y a eu deux phénomènes comment dire, Il y a eu aussi des lumières. Oui, il y a eu des lâchements de fusées éclairantes, mais c'était plus tard, à 10h du soir. C'est une mise en scène, on le sait. oui, oui, je suis totalement d'accord, mais il y a eu deux phénomènes à 2 heures Là, c'est à d'intervalle. 8h du soir. Voilà, et elle voyait passer, il y a un témoin, c'est une femme qui a raconté qu'elle Il y a déjeunait. plein de témoins, c'est ça. C'était, voilà, et elle voyait bien qu'à un moment donné, ça obscurçait les étoiles. C'est-à-dire que c'était bien physique, ça masquait. Mais oui, mais oui, mais oui. Il y a eu bel et bien un ovni qui a traversé le Et ciel pendant près d'une demi-heure. et comment dire, le cas de Phoenix, là, le gouverneur, voilà, Oui. c'est ce qu'il dit aussi, oui. Mais oui, c'est ce qu'il affirme. Oui. Il est venu, c'est pas par hasard, si vous le voyez au National Press Club, à cette grande conférence de presse de Leslie Keane et de Fox, comment il s'appelle. Il avait ridiculisé sa secrétaire. Il avait ridiculisé sa secrétaire en faisant une mise en scène devant les caméras de télévision, en faisant dire son assistant, qui n'était pas content du tout, en l'obligeant à revêtir un masque carnaval d'alien. Excuse-moi, si j'ai là juste un petit mot. Ouais. Bon, là, on parle un tour à travers de Oui, c'est vrai. Phoenix. Non, mais juste un mot, puisque Oui. Lumière de Phoenix, je tiens à rappeler qu'il y a une spécialiste de Lumière de Phoenix qui est Lynn Kittai. Oui. Oui. Je dirais que j'ai traduit son interview sur une Oui. radio française, Oui. une interview de 2 heures. Oui. J'invite tout le monde à regarder cette interview, parce que Lynn Kittai a fait un film qui est en achat. Oui, oui, C'était oui. un DVD à 30 euros. Oui, c'est une. Ce sont des films de 2 à 3 heures, dans lesquels il y a énormément de documents. Oui. Et je précise, dernier mot, qu'il y a énormément de témoins des Lumières Oui. de Phoenix. Oui. Il n'y a pas que le, Oui, oui. que le gouverneur, J'aurais dû il y a le des dire. dizaines et des Oui, dizaines oui, de oui, oui, témoins. des centaines Et dont presque. les identités sont... Mais oui, c'est pour ça que le gouverneur Symington a voulu donner un grand coup de frein parce que ça s'emballait, ça allait exploser littéralement. Et il y a des films, même Lynn Kittai était, je précisais, Lynn Kittai qui était chef de clinique dans une grande institution médicale à Phoenix, a gardé secret effectivement son témoignage parce qu'elle n'était pas à l'origine de la divulgation du phénomène, mais comme elle avait une position éminente, elle était un médecin-chef qui était formatrice également, eh bien, elle a gardé ça plusieurs années, de même que son mari. Et il se trouve que Nikita est elle-même un témoin. Elle avait filmé avec son mari de sa propre maison, mais elle n'avait pas voulu en parler compte tenu de sa carrière, et elle a renoncé à sa carrière. C'est un peu comme Symington. Symington a attendu d'être en retraite, d'être gouverneur pour oser s'exprimer. En fait. Vraiment, le DVD n'est pas traduit en français, mais en tout cas, il est très très riche en images. Et sur le site, par contre, le site phoenixlight.net, vous avez accès à énormément de documents, en droit de vidéo. Alors évidemment, tout est en anglais, mais les vidéos, vous les regardez. Bon, moi, je suis un petit peu de l'ancienne école, je travaille encore beaucoup sur du papier. Mais c'est vrai que sur Internet, on a énormément de choses, avec quand même, je le répète, une mise en garde, parce que il y a énormément de bêtises aussi. Il faut utiliser son esprit critique. Voilà. C'est vrai qu'au début, on se fait avoir. Et puis moi, par exemple, je m'intéressais pas mal à l'économie. Et au début, je me disais, bah, ça y est, c'est la crise. Mais enfin, ça fait 10 ans que la crise est catastrophique tous les mois. Oui. Et donc, on a annoncé que la Terre allait exploser quasiment. Et mais il n'y a pas d'autre moyen que de s'intéresser à un sujet. Il faut réfléchir, il faut travailler. Il faut travailler, oui. Moi, je vous offre un bouquin qui donne des éléments de discussion, de réflexion. Voilà. Vous l'avez amené, non? Ah bah, il n'est pas encore sorti. Il va sortir dans quelques jours, Ouais. je pense.
Oui. D'ici une dizaine de jours, donc tout au plus. Voilà. Bon, et on va s'arrêter là. Ok. Y a-t-il encore des questions? Oui, il y a sûrement des peut-être questions. Quelqu'un Je pense qu'on peut poser sur la partie OVNI. concernant la partie OVNI? Oui, oui, une question que je voudrais. Oui. Question OVNI. Là, qu'est-ce que vous pensez de Fatima? Comme c'est le Fatima, je centenaire. pense. Écoutez, je ne vais pas tourner autour du pot. Il y a eu un OVNI à Fatima. Oui. Voilà, donc c'est bien un phénomène qui remonte. C'est un phénomène historique. C'est bien avant Roswell. Moi, j'ai écrit un livre entier là-dessus. Je vous signale qu'ils n'ont pas encore se le procurer. Ça s'appelle Vision céleste, Vision cosmique. Sur toute l'histoire. Depuis les visions les plus anciennes. Oui. Ça, c'est encore. Alors là, vous en trouverez une porte sur un vaste autre débat. Oui, mais c'est bien plus important que Roswell. Ah bah oui, sauf que Roswell, excusez-moi, Oui, il y a des. moi ça il y a des m'intéresse phénomènes. beaucoup parce que là il y a quand même au moins une centaine de témoins et que Ben là, il y a eu 70 000. c'est très solide. Non, mais Fatima, il y a eu 70 000 personnes. Oui, 50 000 au moins, oui, 70 000. Oui, mais c'est déjà beaucoup plus ancien et puis et les gens ils sont morts. Voilà. Et puis, il y a eu, comment dirais-je, toute une littérature religieuse Oui, là-dessus, oui. qui a enrobé tout ça. Bah oui, ils sont Il y a une énorme carapace de littérature religieuse là-dessus. Ah, mais il y a des choses troublantes. Bon courage si vous avez envie de... Vous savez qu'il y a un officier de marine français, l'amiral Pinot, qui a écrit un livre là-dessus. Oui, tout à fait. Ah, oui. Et qui n'était pas le premier d'ailleurs. Il y avait un ancien compositeur de musique que j'ai rencontré une fois d'ailleurs, qui avait écrit un livre, Des signes dans le ciel. Paul Misraki. Je parie que vous l'avez encore. Oui, Paul Misraki. Paul Misraki. Voilà. Quel crédit on peut accorder pour revenir sur Kennedy et faire un lien avec les ovnis, sur la théorie selon laquelle Kennedy voulait révéler la véritable nature des ovnis telle qu'elle a été connue par le gouvernement américain, et deuxième point, c'est peut-être ça aussi qui a causé sa perte. Je ne sais pas. La réponse est je ne sais. Ma réponse est que je ne sais pas. Je sais que ce bruit circule, oui. Mais ça me paraît quand même relativement mince. Sur la question de ce que savaient pas les présidents américains, c'est un vaste sujet. Il y a un homme qui a énormément étudié, c'est le Canadien Grant Cameron, notamment, qui a un très gros site web là-dessus. Je vous le signale, Grant Cameron. C'est un vaste sujet aussi. Là, on est reparti pour la nuit, là, si on veut parler de ça. Sur la volonté de Kennedy, On a encore 20 minutes. justement de savoir, d'avoir accès au dossier de la CIA sur les dossiers OVNI. Alors, Paraît-il qu'il avait fait des demandes, pas bien longtemps avant, oui. et il avait été bloqué. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il savait Kennedy c'est difficile. De même qu'avant lui, il y a le président Truman. Truman, il était dans le coup intégralement de Roswell. Il y a Eisenhower. Ah, il y a un bruit qui vient de sortir. Oui, attendez. Il y a un bruit qui vient de sortir. Encore un bruit farfelu. Qui raconte que c'est le fils d'un ancien aide de Truman, à la retraite, qui vient de raconter, de révéler que selon son père, Harry Truman, le président Truman en 1947, était allé sur les lieux pour visiter le crash de l'OVNI à Roswell. Moi, je vous dis tout de suite, je connais assez bien cet hostier de Roswell et c'est pas possible. Ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. C'est encore une fois une rumeur fantaisiste qui s'est faite. Et je vous signale qu'il y a beaucoup de rumeurs fantaisistes. Je raconte 2 ou 3 dans mon bouquin, 3 ou 4, qui sont... il y a ça sera pour le mois prochain, ça. Mais le film de l'autopsie, par exemple, je suis tout à fait convaincu que c'est une fabrication des services secrets américains. Mais il y a donc un dossier là aussi très très lourd, très compliqué, c'est que savaient ou ne savaient pas les présidents. Il y a un autre cas intéressant, c'est celui de Clinton, Bill Clinton.
on sait que, enfin, on raconte que Bill Clinton. Il y a là encore une question, monsieur. Oui, d'accord. Je termine une seconde. Bill Clinton aurait demandé, c'est un de ses adjoints proches, amis, qui l'a raconté. Bill Clinton lui avait demandé, quand il était devenu un gros bonnet au ministère de la Justice, d'essayer de savoir, un, qu'est-ce qu'il y a eu comme complot sur Kennedy, et deux, qu'est-ce qu'on savait sur les ovnis, sur les affolants. Il a eu une réponse ni sur l'un ni sur l'autre. Mais il y a aussi le témoignage de Hillary Clinton. Et là, je vous fais une confidence qui ne devra pas sortir de cette salle. C'est que... C'est mal barré. C'est mal barré, mais je m'en fous. C'est Roger Lair, que j'ai bien connu, qui nous a raconté ça à moi et à nos deux autres convives un soir en Irlande. Il y avait Stanton Friedman et Michael Eisman, qu'un des amis à lui avait eu l'occasion de rencontrer Hillary Clinton à Los Angeles et qui lui avait posé la question qu'est-ce que vous savez des ovnis? Et alors, jusque-là, elle était très froide, très réservée. Tout d'un coup, elle est devenue très émotionnelle. On racontait ces gens-là. Et elle a dit ah, mon mari et moi avons été briefés sur les ovnis, mais je ne peux rien vous dire. Et puis, un instant, il y a eu un moment de pause. Et puis, elle a dit ah, je vais quand même vous dire quelque chose. C'est que le crash de Roswell, c'est encore plus étrange que ce que l'on croit savoir. Pour ça, c'est une histoire privée. Mais en fin de compte... Est-ce qu'on peut passer à sa question parce que ça fait... Allons-y. Allez. Oui. Que pensez-vous des traînées d'avions Les contrails et les chemtrails. Est-ce que c'est des vieux... Alors, il y a les contrails, c'est des traînées de condensation, c'est archi classique. C'est la vapeur d'eau qui se condense à l'arrière des moteurs d'avion en altitude. Tout le monde a vu des contrails. Moi, j'en vois le matin à Courbevoie. Parfois, le ciel de Courbevoie est complètement zébré de contrails, n'est-ce pas? Dans tous les sens. Et puis, il y a les chemtrails, les chemical trails. Et là, c'est un sujet assez obscur et assez glauque, je dois dire. Il y a des témoignages crédibles sur lesquels on a répandu des produits chimiques. Mais on sait qu'il y a au moins une part de vérité là-dedans, certainement. Alors c'est toujours pareil, il y a une part de vérité quand on est assez... C'est très probable, parce qu'on a vu des avions quand même, c'est même pas secret à la limite. On a fait des essais d'asperger par exemple la région de New York, ou peut-être même la région parisienne d'ailleurs. Mais jusqu'où ça va, ça? Est-ce que c'est des produits pour tuer les microbes ou quoi? On ne sait pas très bien. Il y a des choses, il y a des aspects assez troubles dans tout cela. Oui, il y a, à ce propos, justement, il y a une Sévérac, la personne qui a enquêté sur les chemtrails et qui a enquêté sur les chemtrails, qui a écrit un livre et qui effectivement je les prononce à la française, et qui effectivement a donné un certain nombre de conférences, et il y a quelques mois, elle a été empoisonnée. Elle a été empoisonnée parce qu'elle gênait, parce qu'en fait, ce qu'ils extraient des avions, là, les traînées, ce serait des poussières d'aluminium, ce serait un certain nombre de choses comme ça, et effectivement, j'ai lu son bouquin. J'ai lu son bouquin et apparemment ça semble être... Sévérac. C'était elle qui était un truc de rocker là. Je ne sais pas, mais j'ai lu son bouquin et apparemment elle a vraiment enquêté des choses très très à fond. Et comme elle a découvert des choses qui ne sont pas claires, elle aurait été empoisonnée. Il y a pas longtemps.
comme quoi C'est elle qui avait présenté un exposé. C'est la guerre secrète contre les peuples. Oui, la guerre secrète en juin dernier. Contre Oui, contre Avec Rob Socker, les c'est peuples. Je crois que c'est ça. c'est pas elle. Non, non, elle a C'est fait un complotiste. certain nombre de C'est ça. conférences. La guerre secrète contre les peuples. Parce que, avec l'échauffement climatique, il y a eu des gens qui ont une idée très simple, ils se sont dit, les nuages réfléchissent la lumière du soleil, ça permet de refroidir la Terre, donc on va faire des effets artificiels, on va ensemencer le ciel. Ah, c'est une autre histoire. Ouais, c'est assez logique. Donc pourquoi pas essayer de lutter, de continuer à brûler du pétrole et de lutter contre l'échauffement par Elle a une... travaillé avec ses disciples et tu as même Je voudrais donné un petit peu. une dernière question. Allez-y, allez-y. Et sous quel délai vous voyez la Si divulgation? vous voulez être filmé, il faut que le monsieur tourne sa caméra ou il faut vous lever ici. Allô? Oui. Vous m'entendez? Oui. Non, une dernière question. Oui. Vous voyez sous quel délai la divulgation? Ah ben écoutez, il y a 10 ou 15 ans, je croyais que ça allait assez vite. J'avais même écrit un livre vers la levée progressive du secret. Et je suis beaucoup plus dubitatif aujourd'hui. J'ai l'impression qu'on est parti pour encore quelques années, vraiment, hein, au minimum. Parce qu'avec des gens comme Donald Trump et autres, ça ne va pas faire avancer beaucoup le schmilblick. Hein. Ah ben si, lui, il est capable de prendre tout le monde à contre-pied, puis de... C'est vrai, oui. On peut s'attendre à tout avec les personnages. Oui. Il est capable de... Oui, c'est vrai. Il est capable de casser la baraque. Est-ce que la divulgation ne pourrait pas venir d'autres pays comme la Chine? Alors oui, mais les Chinois, ils s'intéressent beaucoup aux ovnis. Je vais vous faire une petite confidence. J'ai eu 3 livres traduits au chinois. Vous vous rendez compte? Et on sait qu'ils s'intéressent beaucoup aux ovnis. Les Japonais également, les Russes. On connaît en France Boris Churinov, qui a écrit un livre sur les ovnis en Russie, en français d'ailleurs, qui est pas mal. Hein. Il y a des bonnes choses dedans. Il y a 3 livres d'un chinois connu, c'est Chibo. 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 C'est Chibo qui avait fait traduire 3 livres en chinois. Ouais. Ouais, il a écrit lui-même des livres intéressants. Vous en avez peut-être? Non, ils sont assez rares. Ah, oui. Bon. Donc, oui, ce qu'on peut dire, c'est que les ovnis, c'est un phénomène mondial. Je vous rappelle le livre de Leslie Kean, 5 généraux, 1 Français, 1 Belge, 1 Iranien, 1 Chilien, le général Bermudez, 1 Brésilien, le général Pereira, qui a commandé toute l'armée de l'air brésilienne pendant des années. Ils s'écrivent, ils sont écrits, c'est dans le livre de Leslie Kean. Oui, il y a des ovnis, oui, et c'est un phénomène important qu'il faut étudier. Résultat des courses dans les médias français, 0, pas un mot. Voilà. On a encore beaucoup de chemin à faire en France. Et entre parenthèses, ce livre de Leslie Kean, que j'ai traduit, il a eu beaucoup de succès aux États-Unis. Il a été pendant un certain temps sur la liste des best-sellers du New York Times. C'est vous dire qu'en France, aux États-Unis, il y a un gros manteau de secret, mais en France, c'est bien pire encore. Voilà. Justement, qu'est-ce que vous pensez de l'expérience qu'il y a eu en 2011 avec l'armée française? L'expérience en Bretagne qui s'est déroulée en Bretagne. Je crois qu'il y avait l'ingénieur M. Morin. Il y avait une note, un fax. Je ne sais pas tout, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne suis pas au courant de ça. Okay. Oui, il y a des choses. Non, mais attendez, il y a eu des choses quand même intéressantes. Je viens de faire un peu une caricature. On a le GEPAN quand même en France. Il y a eu des moments, il y a eu des bons moments quand même au début, hein, avec l'ingénieur Claude Poher, l'affaire de Trans-en-Provence et autres. C'est du sérieux, hein, c'est du très costaud quand même, hein, quoi qu'en disent les sceptiques. Ouais, bon, je peux que vous faites claquer les masses, non, je suis pas d'accord. C'est un très bon dossier, en fait. Mais il y a eu des gens très sérieux, comme Yves Sillard, qui était le directeur du CNES, qui a écrit un livre, qui a dirigé un livre collectif il y a quelques années, hein, sur le sujet. Et je me correspondais un tout petit peu avec lui. Je peux vous dire une autre confidence qui ne doit pas sortir de cette salle, c'est qu'il est d'accord avec moi sur Roswell, il me l'a écrit. Yves Sillard, ancien directeur du CNES. Il ne peut pas le dire officiellement. Mais non. Mais il était invité au départ à l'émission d'Élise Lucet. Il m'a écrit qu'il a été désinvité.
Il a été désinvité, l'émission des Le téléphone, ça marche bien. Vous vous rendez compte? Ancien directeur du CNES, créateur du GEPON, etc. Et qui était conseiller scientifique de la commission du GEPON à ce moment-là. Ouais. Invité, puis désinvité, par Madame Lucet et compagnie. Voilà. Eh bien, moi, je voudrais remercier Monsieur Gilles Bourdet. Il a dû la rendre quand même pendant pas mal de temps. Et puis il a quand même traité 3 sujets quand même assez pas faciles et différents. Merci beaucoup.